La prolétarisation, nous expliquait le regretté Bernard Stiegler, c'est quand par facilité, on finit par ne plus rien comprendre au numérique qui rythme pourtant nos journées. Si le philosophe se plaignait déjà du web à ce sujet, l'IA générative nous fait progresser d'un énorme cran vers ce stade. Dans un monde où les données nous entourent sans que nous les voyions, Laura Sibony propose avec Fantasia, édition Grasset, une approche originale. Raconter l'histoire de l'intelligence artificielle à travers une mosaïque d'anecdotes littéraires érudites et démonstratives. Du turc mécanique à la naissance du mot « robot », son livre nous invite à regarder différemment ces technologies qui façonnent notre quotidien. J'ai invité Laura à nous parler de son ouvrage. Voici le compte-rendu de notre discussion. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, comment sortir de la prolétarisation numérique par l'IA. Avec Laura Sibony, autrice de Fantasia aux éditions Grasset. Laura Sibony établit un parallèle très parlant d'une part entre les oméga 3 et les bifidus que l'industrie agroalimentaire nous vante, et d'autre part les réseaux de neurones de l'IA. Dans les deux cas, nous savons qu'ils existent, nous en percevons les effets, mais nous ne pouvons ni les voir ni les toucher. Cette invisibilité n'est pas anodine, elle participe d'une forme de dépossession qui nous amène à une prolétarisation numérique. À la manière du bifidus, nous utilisons les mots du numérique quotidiennement sans jamais chercher à les comprendre, m'a expliqué Laura. Il est temps que cela change, et Fantasia est là pour nous y aider. Je cite, « Nous allons vers une prolétarisation du monde dans le sens où nous produisons une valeur pour d'autres. Ces données, c'est notre visage, c'est notre voix, ce sont nos préférences, notre réseau d'amis, ce sont nos opinions politiques. Ces informations que nous voyons, que nous likons, sont celles qui permettent de cibler la publicité. La valeur individuelle de ces données est faible, collectivement, elle est gigantesque. » Je vous laisse en compagnie de Laura Sibony pour cette discussion autour de son livre Fantasia que je vous recommande chaudement d'acheter. Eh bien, je suis avec Laura Sibony. Bonjour Laura, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Visionary Marketing. Tu es l'autrice de Fantasia, je trouve déjà le titre absolument génial, qui est une sorte de mosaïque de petites histoires qui racontent en fait je dirais l'historique des données de l'IA au travers d'anecdotes. Alors il y a le turc mécanique que tout le monde connaît, il y a la naissance du mot robot, on y reviendra tout à l'heure, et puis il y a un chapitre qui m'a véritablement intéressé, sur lequel je me suis arrêté, qui est qui s'intitule des données à l'application, et qui traite vraiment de sujets qui nous passionnent ici. Alors pour commencer, tu dis dans ce chapitre, tu parles des oméga 3, des bifidus que l'on ne définit pas, et aussi des réseaux de neurones, des nodes, sans qu'on puisse les voir ni les toucher, tu dis. Et ça m'a fait penser à cette perte de repères, ce que Bernard Stiegler disait de la prolétarisation du monde. Est-ce qu'on est finalement devenu détaché du monde qui nous entoure, notamment par rapport à l'IA, j'entends? Merci beaucoup Yann pour la question, parce que tu décris vraiment l'ambition même du livre. C'était de faire une mosaïque, de montrer, de donner à voir par aperçu ces données qui, comme les bifidus, les oméga 3, tout ce dont on nous bassine à longueur de journée, sont invisibles. On sait que c'est présent, on en voit à peu près les effets, on sait que c'est important, mais on ne le voit pas. On ne le touche pas, et donc pour moi je voulais le raconter. Et en effet, je pense que cette perte du contact direct avec les données, ça mène à une prolétarisation du monde, dans le sens où on produit une valeur. Ces données, c'est notre visage, c'est notre voix, c'est nos préférences, c'est notre réseau d'amis, c'est nos opinions politiques, c'est l'information qu'on voit, celle qu'on va liker, celle qui permet de cibler la publicité. Individuellement, ça n'a pas une énorme valeur. Par contre, collectivement, ça a une valeur gigantesque. Le chiffre d'affaires de Meta cette année est égal au PIB du Maroc.
Et 98% des revenus de Meta viennent de la publicité, c'est-à-dire de nos actions, de tout ce de toutes nos photos, de nos likes et de nos recherches internet et de notre géolocalisation. Et donc tout ça collectivement a une énorme valeur. Mais on a du mal à s'en rendre compte, et puis surtout on produit de la valeur sans posséder l'outil de production. La définition du prolétaire, c'est donc une aliénation aux géants de la donnée. J'étais, pour l'anecdote, il y a quelques mois au Salon du Livre, j'étais assise à côté de José Bové et on était meilleurs potes pendant une après-midi parce qu'on a le même combat. Pour lui, c'est les semences qui appartiennent à quelques grosses entreprises dans le monde. Pour moi, ça serait plutôt les données, mais c'est le même combat. On est aussi dépendant de 5 ou 6 grosses entreprises dans le monde qui possèdent cette valeur parce qu'ils savent croiser la donnée, parce qu'ils savent cibler la publicité, parce qu'ils savent rendre une valeur collective à tous ces petites informations individuelles. Effectivement, prolétarisation, parce qu'on est dépossédé des données qu'on offre finalement à des gens qui deviennent très riches grâce à ça. Mais aussi prolétarisation, car finalement on ne comprend plus le monde qu'on utilise finalement, pas plus que la plupart des gens que je vois utiliser un ordinateur ne comprennent ce qu'il y a dedans, ni comment ça fonctionne. Pas plus que l'utilisateur de ChatGPT ne comprend véritablement l'IA générative, pas plus que les 10 experts sur LinkedIn essayent de nous faire croire qu'ils savent tout sur le sujet et qu'ils n'y comprennent pas grand-chose en fait. On est un petit peu dépossédé de notre connaissance, c'est effrayant. Mais même le plus simple des grippins, je pense pas qu'il y ait une personne sur Terre qui soit capable de le refaire du début à la fin. Quand j'étais petite, j'adorais l'île mystérieuse et les romans de Jules Verne où justement les héros vont réapprendre à tout inventer depuis le début pour se le réapproprier, pour se réapproprier la technologie et son sens, les outils et à quoi ils servent. Il y avait une exposition à la Citéco, c'était il y a 6 mois je pense, qui montrait comment faire le moindre hamburger aujourd'hui, si on veut le faire soi-même du début à la fin. Ça coûte plusieurs milliers de dollars, ça demande des mois de travail et tout ça on l'a oublié parce que ces mois de travail on les a apportés dans le premier supermarché venu. Et donc l'idée c'est pas de se réapproprier entièrement toute la chaîne de production, mais au moins d'en être conscient de la donnée à voir pour pas croire que c'est de la magie, parce que si on oublie toute cette chaîne de production, les effets ont l'air magiques. Alors justement, pour sortir de cette fausse magie et de cette prolétarisation, il faut non pas forcément apporter les bonnes réponses, mais surtout poser les bonnes questions, nous dis-tu. Oui, mais l'IA générative est un bon révélateur de cet oubli de la question au profit de la quantité de réponses. Il faut voir comment, c'est les premiers réflexes qu'on a. On demande à ChatGPT qu'est-ce que tu en penses ? Au lieu de préciser, de donner un texte, de dire analyse-moi cette décision, fais-moi un tableau des pour et des contre. On va dire améliore ce texte au lieu de dire précisément ce qu'on veut. Et on peut le voir de façon plus ou moins positive en se disant c'est une autre manière de raisonner où il est plus important de produire pour avoir une base et d'itérer sur cette base. On peut aussi le voir de façon plus pessimiste, en se disant qu'on oublie cette page blanche, cet effort devant la page blanche, et que cette étincelle du questionnement, on commence à faire l'impasse dessus. C'est dans le Ménon que Platon, donc c'est déjà très vieux, et pourtant c'est toujours d'actualité. C'est dans le Ménon, donc qui a été écrit il y a 25 siècles, que Platon pose le paradoxe de la connaissance. Il dit comment est-ce qu'on peut jamais découvrir quoi que ce soit, puisque si on le cherche, c'est qu'on ne l'a pas trouvé, et si on ne sait pas, si on ne sait pas ce qu'on cherche, comment est-ce qu'on sait qu'on l'aura trouvé? Et si on sait ce qu'on cherche, on l'a déjà trouvé. Donc pourquoi encore le chercher? Et donc face à ce paradoxe, il explique que ce qui est important, ça va surtout être la démarche de recherche, d'explication,
de questionnement. Il appelle ça de la maïeutique, donc d'accoucher ses idées. Et cet accouchement des idées, il se fait plus de la même manière quand on a un outil à penser, comme peut l'être les générateurs de texte. Alors finalement, c'est ça le drame autour des LLM, hein. C'est que, et peut-être pas que des LLM d'ailleurs, des autres outils d'IA générative, c'est qu'on a un peu tendance à outsourcer notre réflexion. On raconte que Michel-Ange voyait la statue à travers le bloc de marbre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va plus chercher la forme humaine, la statue dans le bloc de marbre. On va tout de suite commencer avec une statue qu'après on affine, on reforme, on modifie. Mais le point de départ est différent. Est-ce que c'est un signe au-delà de la prolétarisation, de l'abêtissement du monde? Est-ce qu'on va vers une idiocratie? Ça, c'est une vaste question. Je pense que la réponse nous emmènerait bien au-delà de l'intelligence artificielle générative. Avant de m'intéresser avant de m'intéresser à l'intelligence artificielle, j'ai eu une autre casquette. J'enseignais la prise de parole en public. Et il y avait une chose qui inquiétait beaucoup les formateurs en prise de parole en public et les jurys d'examen, c'était la quantité de du coup qu'on entendait dans les discours. Je participe. Et du coup, c'est pas grave. C'est une expression qui est française. Tous ces filler words, des mots de remplissage qu'on utilisait. Par contre, ils se multipliaient énormément. Et ils ne montraient plus la conséquence. Ils étaient là pour remplir, pour faire gagner du temps. Ça m'arrivait de demander à des étudiants comment vous vous appelez. Ils répondaient du coup, je m'appelle Amélie. Évidemment qu'ils savaient comment ils s'appelaient. C'était pas une question de bêtise ou d'intelligence. C'était pas un manque de culture. C'était de plus réussir à se lancer, d'avoir besoin de ce pédiluve du discours. Et aujourd'hui, ChatGPT est un peu un filler word de la pensée, une pensée de remplissage. J'ai l'impression, une manière d'initier des pensées. Donc c'est pas tant la question de la bêtise ou du manque de culture, c'est plus un encouragement à une paresse intellectuelle qui nous est naturelle mais qui a jamais été autant facilitée. Un bon outil de remplissage. Alors dans ton chapitre, tu parles d'une vidéo qui s'appelle Google Cheese Master, qui est une sorte de preuve de concept humoristique. En fait, c'est un canular du 1er avril 2017. Et en quoi est-elle pertinente pour la compréhension du machine learning? Alors, moi, je cite cette vidéo déjà parce que en 2017, on montrait en 2 minutes, c'est une vidéo qui était très bien faite, on montrait aux gens un nez électronique et un pouce à tâter le fromage qui permettait de distinguer un coulommiers d'un camembert, de distinguer un produit authentique d'un ersatz. Ça faisait beaucoup rire parce que les gens disaient waouh, on a inventé une machine à distinguer les fromages, à classifier les fromages, et après à quoi ça sert? Enfin, c'était un poisson d'avril, ça a été tourné comme un poisson d'avril, et en 2017 ça faisait rire. Aujourd'hui, ça fait beaucoup moins rire parce que ça existe. Il y a des machines, déjà il y a des pouces à tâter les fruits pour repérer les fruits les plus mûrs sur les supply chains. Et il y a des machines à distinguer les vins en fonction du cru pour la spéculation œnologique. Et donc aujourd'hui, ça ne fait plus rire déjà parce que ça existe, et ensuite parce que on voit beaucoup de choses qui existent sans qu'il y ait un besoin derrière. Quand on me demande des formations en intelligence artificielle, la première question qu'on m'adresse, c'est pas on a tel besoin et on aurait besoin d'un outil pour y répondre. C'est en général, on voit nos concurrents qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et on sent qu'on va être en retard. Et donc, on a tendance à chercher des solutions là où il n'y a pas vraiment de questions. Une solution en recherche d'un problème, comme on dit. Voilà, et donc souvent je répète, don't cheese master it. Ne faites pas de cheese master. Vous êtes en train de chercher une solution à un problème que vous n'avez pas encore identifié, qui n'existe peut-être même pas. Faites pas de l'IA pour faire de l'IA, mais plutôt de l'IA quand ça peut vraiment aider à gagner du temps, à optimiser les résultats.
Mais est-ce que c'est grave aussi? Je veux dire, de nombreuses fois, on a tous fait ça, utiliser un outil parce qu'il était amusant, ou parce qu'il était bluffant, ou parce que il y avait une prouesse technologique quelque part. Je l'ai fait, je sais pas, des centaines de fois, et sans vraiment savoir à quoi ça servait. Et puis au fur et à mesure de l'utilisation, on se dit mais ça pourrait servir à ci, ça pourrait servir à ça. Ça donne des idées, ça ouvre aussi l'imagination. J'ai mal défini ce dont je parlais. Bien sûr que c'est super de tester les outils, d'échanger les bonnes pratiques, de tester aussi des usages auxquels on n'aurait pas spontanément pensé. Ce que je voulais dire, c'est qu'on se lance dans une transformation IA en entreprise. On a tendance à sous-estimer la mise à l'échelle, à penser que si le prototype fonctionne, l'outil fonctionnera, à penser que l'IA, ça se met en place dans une entreprise comme n'importe quel logiciel, sans qu'il y ait forcément une anticipation de la collecte de données, du nettoyage des bases de données. Ouais. Donc, je parlais plus des transformations IA. Évidemment que pour les outils qui sont déjà existants, déjà entraînés sur des bases de données plus générales, pas propres à l'entreprise, il faut tester pour se l'approprier, et il faut mettre en place des espaces où des collègues puissent partager sur leurs usages pour pouvoir s'inspirer, pouvoir découvrir des usages auxquels ils n'auraient pas pensé. Ça m'est arrivé aux formations d'avoir quelqu'un qui m'a embrassé les mains à la fin de la formation, parce que je lui avais simplement montré qu'on pouvait générer des plannings avec ChatGPT, et ça lui faisait gagner 2 jours par semaine. C'était une tâche qui avait aucune valeur ajoutée. Ouais. Et donc, pour moi, ça, c'est un exemple d'un usage auquel il suffisait de penser. Ah ouais. Ok. Finalement, si on revient à ce Cheese Master, cette preuve de concept, là où elle est intéressante par rapport à la compréhension du machine learning, c'est finalement le domaine des données, le domaine dont on parle souvent, mais les marketeurs ne comprennent pas toujours. Alors, il y a première étape, c'est capter les données pertinentes. Et j'aurais tendance à dire, cela semble encore être un challenge dans beaucoup d'entreprises, si j'ai bien compris. Oui, capter les données pertinentes, on a cette impression que plus on aura de données, plus elles seront pertinentes. Pas forcément. Ça m'est arrivé de travailler avec un groupe qui faisait là aussi des semences, et qui regardait comment réagissaient les nuisibles sur des parcelles agricoles. Donc, ils captaient les données sur la quantité de nuisibles, de taupes, d'insectes sur une parcelle avec des caméras. C'est assez logique. Or, ils étaient ravis parce qu'au lancement du projet IA, il y avait plus de nuisibles sur les parcelles, alors que les semences n'avaient pas changé. En vérité, c'est surtout qu'ils avaient mis les caméras sur des drones qui faisaient un petit peu de bruit et qui faisaient fuir les nuisibles. Donc, c'est très bien d'avoir des capteurs, mais il faut encore qu'ils captent les données pertinentes sans introduire de biais dans les bases. Je dois aussi préciser, souci d'honnêteté, et parce que c'est révélateur, que la vidéo Cheese Master vers l'affiné et l'au-delà de Google a été déréférencée fin 2024, ce qui déjà est révélateur aussi de la position de Google et d'un état d'esprit très googly, on disait à l'époque, qui aujourd'hui est évidemment plus prudent dans un monde où Google est constamment sous le feu des projecteurs, mais qui montre aussi les évolutions de la perception de l'intelligence artificielle, qui est plus seulement un jouet technologique parmi d'autres, et qui fait peur dans le grand public, qui est plus un sujet qu'on prend à la légère. Alors, sujet donc qui ne fait plus peur, donc ça c'est bien, mais il faut quand même bosser. Donc la deuxième étape, c'est la préparation des données. Ben là, c'est pareil. En fait, en gros, c'est peut-être la deuxième leçon, c'est que il suffit pas d'appuyer sur un bouton. Il y a encore un peu de travail pour préparer les données et les améliorer, quoi. Oui, il y a un travail autant que possible collectif, ou en tout cas fait avec
un regard qui soit conscient des biais qu'on peut introduire dans les bases de données. C'est important pour ça, et pas seulement pour les photos d'entreprise, d'avoir des équipes diverses, avec des parcours, avec des manières de penser diverses et des espaces où chacun puisse s'exprimer, parce que ça m'est arrivé justement en travaillant à Google Agriculture, d'avoir parfois une base de données, on avait 400 000 portraits sous les yeux. On s'était pas rendu compte qu'un portrait, oui, il y a un énorme biais racial, parce que le portrait, c'est d'abord une preuve sociale. Quand un marchand flamand du XVIe siècle se faisait tirer le portrait, c'était d'abord pour montrer sa richesse et son statut. Et donc, évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes blancs et riches dans cette base de données qu'il n'y a de jeunes filles noires. Et donc, c'est un biais. De toute façon, on ne peut pas supprimer un biais, on peut le remplacer par un autre plus socialement acceptable éventuellement, mais c'est un biais qu'on avait sous les yeux et dont on a eu du mal à se rendre compte, parce que pour nous c'était évident, parce qu'on a été tellement habitués à voir des portraits, et parce qu'on avait oublié ce biais occidental dans qu'est-ce qu'un biais et qu'est-ce qu'un portrait, sur le fait que donc déjà c'est très occidental, le format et l'art du portrait. C'est encore plus occidental de le conserver dans des musées puis de le faire numériser par Google Agriculture. Et donc tout ça, on l'avait sous les yeux, on n'en était pas forcément conscient. Donc le nettoyage, la préparation des bases de données, ça passe aussi par le fait d'avoir des équipes diverses qui vont être plus conscientes de tous ces biais raciaux, sexistes qui peuvent être introduits sans mauvaise intention. Même si j'ai cru comprendre que notamment chez Google, c'était plus un sujet à la mode, mais bon. Oui, ça récemment, lorsqu'on en parle en 2025, après le licenciement des équipes Diversity et Inclusion, c'est sûr que c'est des mots qui prennent une autre tonalité. Mais on ne fait pas de politique ici, donc on va passer, en jetant un voile pudique sur cette chose-là, directement au sujet suivant. C'est finalement, cela demande un sujet, un travail humain considérable pour rendre, et là je te cite, des données cohérentes, complètes et sans valeur absurde. Peut-être on peut revenir sur ces trois termes. Ça, vous le retrouverez en physique, vous le retrouverez en biologie, vous le retrouverez dans tous les champs scientifiques. Une base de données exploitable, elle est cohérente, c'est-à-dire elle est pertinente avec ce qu'on recherche. Elle est complète, c'est-à-dire elle n'a pas de zone d'ombre ou elle n'a pas laissé de côté toute une partie de la population qu'on va étudier, par exemple. Et il n'y a pas de valeurs absurdes qui peuvent souvent venir de problèmes physiques liés au capteur, à la manière dont on a collecté les données et qui peuvent venir troubler le résultat. Ouais, donc c'est pareil, des choses évidentes, mais qui sont pas si évidentes que ça et pas si faciles et qui demandent beaucoup de travail. Alors peut-être pour terminer, cette histoire de fromage, ça m'a fait réfléchir, parce que même si tu dis qu'aujourd'hui on a des outils qui servent à tâter le fromage, ça m'a fait penser au paradoxe de Moravec. Alors c'est assez vieux, c'est une date de 88, mais qui disait que finalement c'était plus facile en substance de demander à un ordinateur de simuler un test d'intelligence ou de jouer aux dames que lui demander de se comporter comme une personne, un enfant d'1 an, qui descend des poubelles, par exemple, parce que les choses les plus simples pour les hommes sont en fait les plus difficiles à automatiser pour les robots. Déjà, dès son origine, l'intelligence artificielle, comme champ de recherche scientifique, avait pour but de mieux comprendre les facultés cognitives de l'homme en les reproduisant sur des machines, les facultés cognitives et pas les facultés sensorielles. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire la distinction entre la mémoire et les souvenirs. Lorsqu'on parle d'un ordinateur, on parle de sa mémoire. Les données qui y sont stockées peuvent être une gigantesque mémoire comparable dans ce sens à la mémoire humaine. Mais ce qui fait qu'on va se souvenir d'une chose en particulier, ce qui va faire le lien avec le réel, le parfum de la madeleine trempée dans la tisane qui fait rejaillir toute l'enfance du narrateur,
Ça, c'est lié aux 5 sens. C'est lié au goût, à l'odorat, au toucher. C'est lié à ces choses que n'a pas la machine, qu'on peut modéliser, mais c'est-à-dire approcher par imitation et non pas ressentir. On peut les simuler, effectivement. On peut simuler des émotions aussi. D'ailleurs, je trouve que les LLM sont très très bons pour ça. Mais tout comme on pourrait dire que le langage simule la pensée, mais ne la recouvre pas forcément entièrement. Oui, effectivement. Bah écoute, c'est une excellente conclusion et on ne peut que conseiller à nos auditeurs d'acheter Fantasia. Donc c'est la prononciation qui est importante. Chez Grasset. Alors, c'est original aussi d'ailleurs de publier un livre qui est à la frange du business, des données, de l'informatique et aussi de la philosophie. Donc c'est chez un éditeur qui est plutôt un éditeur littéraire, c'est original. Et oui, on c'est a eu un très beaucoup beau de mal livre. à positionner le livre avec l'éditeur. On est parti sur essai littéraire finalement, narrative non-fiction. Mais pour moi, c'est le rôle de la littérature de parler du réel et du présent. Alors, c'est un excellent livre et excellemment bien écrit également qu'on recommande chaudement à nos auditeurs. Merci Laura et à bientôt et bonne chance pour ton livre. Merci beaucoup Yann. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.